Coucou les petits loulous, du coup on vous fait cette petite vidéo d'encouragement pour vous souhaiter un bon courage pendant cette période pas facile. On vous envoie tout notre courage, on vous fait plein de bisous et n'oubliez pas que si jamais vous avez un petit coup de mou ou quoi que ce soit, on sera là pour vous réconforter et pour vous rassurer. Donc surtout n'hésitez pas à contacter vos parrains ou même n'importe lequel des tuteurs. Donc coucou les loulous, j'espère que ça va malgré la période qui est vraiment un peu compliquée. Donc n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de vos parrains, de vos marraines ou même de nous envoyer un message si vous en ressentez le besoin. On est là pour vous, donc vraiment n'hésitez pas et on vous fait tout plein de gros bisous et on vous souhaite beaucoup beaucoup de courage. Coucou, un petit message en cette période un peu compliquée. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Donnez tout ce que vous avez. Bossez, mais pensez aussi à vous aérer un petit peu. L'heure autorisée dans la journée, sortez, allez prendre l'air. Ça vous fera du bien. Restez entourés, c'est très, très, très important. Si vous êtes chez vos parents, tant mieux. Si vous êtes tout seul dans un appart, n'hésitez pas à appeler vos proches. C'est super important. Dormez bien et mangez bien aussi. Et voilà, et n'hésitez pas à nous contacter si ça va pas. Et n'oubliez pas qu'on est passé par là aussi. Et on sait ce que c'est, donc on essaiera de vous remonter le moral du mieux qu'on peut. Et pour le moment, on vous souhaite bon courage et n'oubliez pas qu'on est là malgré la distance. Coucou les loulous, on se retrouve avant la colle pour vous souhaiter un bon courage. On sait que c'est pas des moments faciles actuellement, que la charge de travail est très lourde et que vous pouvez pas forcément voir vos copains ou voire même être à la fac pour avoir du contact social. Du coup voilà, on voulait vous dire qu'on était là. N'hésitez surtout pas à contacter vos parrains, marraines et même si vous le souhaitez, avec les tuteurs, vous pouvez nous contacter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, genre ne lâchez rien, donnez tout, ça vaut le coup derrière, ne l'oubliez jamais. Donc voilà, je vous souhaite un bon gros courage. Coucou, on sait que c'est une période pas facile, donc n'hésitez pas à envoyer un message à votre parrain ou votre marraine, ils sont là pour ça, ou à n'importe quel tuteur, on sera ravis de vous répondre. Bon courage et des bisous. Du coup, salut à tous. Avant de commencer la colle, on voulait vous envoyer un petit message pour vous dire qu'on pense à vous, qu'on vous oublie pas et qu'on espère que vous allez tous très bien. On sait que c'est une situation qui est très compliquée, donc si vous en avez besoin ou si vous en avez envie, vous pouvez très bien nous envoyer un message à nous, à vos parrains ou marraines, parce qu'on est aussi là pour vous accompagner si ça va pas trop. Donc voilà. En tout cas, on voulait vous souhaiter aussi plein de courage pour la fin de ce semestre, et voilà, on espère que vous gardez le moral et surtout lâchez rien. Bisous. Coucou les loulous, du coup j'espère que la colle s'est bien passée et puis c'est parti pour la correction du coup. QCM1, donc ça concernait le système de santé anglais, donc les réponses vraies c'était ACDE. L'item E était vrai, pardon, il correspond au système beveridgien, donc c'est la principale caractéristique du système de santé anglais, à ne pas confondre du coup avec le système allemand qui correspond au système bismarckien. Voilà, donc il faut bien faire attention à la petite différence. L'item B était faux. Le système anglais est majoritairement financé par les impôts. C'est le système allemand ou bismarckien du coup qui est financé par les cotisations qui sont partagées moitié-moitié entre employeurs et salariés. Et du coup, 81% du financement du système anglais provient des impôts du coup des Anglais. L'item C était vrai aussi, on retrouve bien un contrôle centralisé des offreurs de soins. L'item D était vrai aussi, le bénéfice de la couverture sociale est rattaché à un critère de résidence sur le territoire, c'est-à-dire qu'il faut habiter en Angleterre pour bénéficier de la couverture sociale du système anglais. Et l'item E était vrai aussi, seuls les citoyens et les résidents étrangers, attention en situation régulière, sont bénéficiaires de la couverture sociale anglaise. Donc en France, on a ce qu'on appelle l'AME, l'aide médicale d'État, qui bénéficie aux personnes étrangères en situation irrégulière. Et donc en Angleterre, on n'a pas cet équivalent. QCM2, du coup, toujours concernant le système de santé anglais, les réponses vraies c'était ADE. L'item A était vrai. Les principes fondateurs de ce type de système se résument aux 3 U, universalité, unité et uniformité. Voilà. L'item B et C étaient faux, du coup on avait inversé. L'universalité signifie que tout citoyen, dépendamment de sa situation professionnelle, est protégé contre les risques sociaux.
C'est-à-dire que peu importe ses revenus et sa situation professionnelle, on sera couvert par le système de santé anglais. Et c'est l'uniformité qui signifie que chacun bénéficie des aides en fonction de ses besoins et non en fonction de ses revenus. Donc ici, on rejoint un petit peu le système de santé français. L'item D était vrai aussi, l'accès aux soins est réglementé en Angleterre. Les usagers doivent s'inscrire sur des listes. C'est une des principales caractéristiques du paiement à la capitation, qui est très caractéristique du système anglais. Donc pour bénéficier des soins, il faut au début de l'année s'inscrire sur des listes auprès d'un certain médecin. Et c'est que comme ça qu'on pourra bénéficier d'une consultation chez ce médecin. Et item E, du coup, c'était vrai aussi, environ 10% de la population possède une assurance privée. Donc là, on remarque que 10% c'est assez peu, comparé par exemple au système américain où la plupart de la population, du coup, possède une assurance privée. Du coup, voilà, c'est terminé pour moi. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon courage. Coucou, du coup pour le QCM3 les réponses c'était ACE, donc la A c'était vrai, la réforme de 1991 place le médecin généraliste au centre du système de soins. Donc en fait ils sont organisés en cabinets de groupe où il y a des infirmières et des kinés aussi. Donc la B c'était faux, la réforme de 1991 et pas la réforme Blair instaure une concurrence. La C c'était vrai, la réforme de 91 crée l'autonomie financière des hôpitaux. La D, c'était faux, depuis la réforme Blair et pas depuis la réforme de 1991, la capitation est remplacée par une base forfaitaire. Donc la E, c'était vrai, la réforme Blair crée des trusts de gestion pour les hôpitaux. Bon, pour le QCM3, c'était ACE. Ensuite, pour le QCM4, il n'y a rien qui allait, c'était couscous. La A, c'était faux. La Scandinavie et le Canada, et pas la Belgique, sont des systèmes apparentés au système de santé anglais. La B, c'était faux aussi. Les indicateurs de santé sont meilleurs en Suède qu'au Danemark, et pas l'inverse. Donc la C, ça allait pas non plus. En Scandinavie, les dépenses de santé sont inférieures, du coup, supérieures à la moyenne européenne. La Scandinavie possède une offre de soins majoritairement publique et pas privée et publique. Et la E, il existe bien une concurrence entre organismes publics et privés en Scandinavie. Donc la 4, il y avait tout faux. QCM5, c'était ABD. Donc la A, c'était vrai, il existe des réseaux de soins coordonnés au Canada. Au Canada, les centres de soins de proximité sont prioritaires. La C, c'était faux, les indicateurs de santé sont bons et pas mauvais au Canada. La D, c'était vrai, au Canada, le régime est contrôlé par l'État, mais avec délégation régionale. Et la E, c'était faux, le Québec repose sur un paiement à la capitation et pas un paiement à l'acte. Pour le QCM6, c'était ACD. Donc la A, c'était vrai. Le système américain est basé sur les principes de libéralisme et de pluralisme. La B, c'était faux. Environ 10% de la population appartient au programme public et environ 75% disposent d'une assurance privée. Et là, en fait, on avait juste échangé les chiffres. Du coup, pour le QCM-C, c'était vrai. Il n'y a pas d'obligation d'assurance aux États-Unis et du coup, 47 millions de personnes n'ont pas d'assurance et ça fait quand même beaucoup, ça fait 15,8% de la population. Donc, l'item D, c'était vrai. Les programmes publics Medicare et Medicaid représentent 40% des dépenses de santé, mais les budgets de ces programmes publics restent quand même faibles. Et donc la E, le programme Medicare et pas Medicaid, est destiné aux personnes âgées. Et là du coup on a un moyen mémotechnique. Medicare c'est pour les personnes âgées et Medicaid, il y a un D à la fin, du coup c'est pour les personnes défavorisées. Et le QCM7, concernant toujours le système américain, c'était ACD, donc la A c'était vrai. La majorité des assurances privées sont proposées par les employeurs.
La B, c'était faux, le choix de l'assurance privée est libre et pas imposé. La C, pardon, c'était vrai, les assurances individuelles sont très coûteuses et du coup les primes d'assurance sont très élevées aussi. La D, c'était vrai, on retrouve une grande compétition entre assurances et grande place de la publicité. Et la E, c'était faux, les assurances privées ont un rôle très important, et pas peu important, dans le système américain. Du coup, voilà, c'était tout pour moi. Coucou, du coup, on se retrouve pour le QCM 8. Donc, c'était les items A, B et D. Donc, l'item A était vrai. Les dépenses de santé du système de santé américain représentent environ 15% du PIB, de son PIB. Item B, c'est également vrai. Plus de 45 millions d'Américains ne possèdent pas d'assurance. C'est à peu près un sixième de la population, puisqu'il y a à peu près 350 millions d'habitants aux États-Unis. Item C, c'était faux. Le système de santé américain coûte plus cher que le système de santé japonais. En effet, bon, on peut voir le pourcentage, c'est à peu près 2 fois plus de leur PIB. Donc, c'est plutôt énorme. Item D, c'était vrai. Les assureurs privés peuvent se permettre de négocier les tarifs avec les réseaux de soins. E, c'était faux. C'était la majorité des assurances privées relèvent d'une démarche non pas individuelle, mais de l'employeur. Donc voilà, faites attention à ça. On passe au QCM 9. Donc là, les réponses étaient A et E. Donc A, c'était vrai. Le principe des compagnies d'assurance repose sur les MCO. Désolé pour l'accent anglais, mais du coup, c'est Managed Case Organization. Du coup, là, moi, les MCO, du coup, c'est des types d'organismes d'assurance maladie. Donc voilà. Item B, c'était faux. On observe une majorité de médecins spécialistes et non pas de généralistes. Rappelez-vous bien qu'aux États-Unis, c'est surtout l'argent qui compte, donc les spécialistes. Item C, c'est faux. La majorité des établissements est gérée par des organismes à but non lucratif. Faites attention, là on parle des hôpitaux, donc les établissements privés et publics dans les hôpitaux. Et là, par contre, il n'y a pas de, moi, c'est pas à but non lucratif du coup. Item D, c'est faux, il offre une liberté réduite aux patients et aux médecins. Et l'item E était vrai, Barack Obama a fait voter une loi prévoyant de faciliter de subventionner l'accès aux assurances maladie. On passe au QCM 10, donc là les items vrais étaient C et D. Donc le premier item était faux, l'Obamacare permet de rendre l'assurance maladie obligatoire et de réguler les compagnies d'assurance. Ça s'inspire d'ailleurs du modèle européen, des modèles européens. B, c'était faux. Moi, c'était pas le Trump Care, du coup, c'était l'Obamacare qui est estimé à 940 milliards de dollars sur 10 ans. Item C, c'était vrai. En France, les dépenses en matière de santé par an et par habitant représentent la moitié de celles aux États-Unis. D, c'était vrai également. Donc, dans l'Oregon, la couverture de tous les résidents et paniers de soins résulte d'un succès de réformes locales. Et E, c'était faux, le système américain le plus cher et le moins efficace, pas le plus efficace. QCM 11, du coup, c'était A, D et E. Item A, c'était vrai. Une part de l'augmentation des dépenses de santé est indispensable. On peut voir notamment avec le vieillissement de la population, les nouvelles pathologies. Là, je pense qu'avec le Covid, ça sera un peu plus, le pourcentage sera un peu plus élevé. Sinon, le reste, par exemple, qu'on va voir après, l'augmentation de dépenses de santé qui représente 3% par an, mais c'était pas 1,5% par an par l'item B. En fait, voilà, le reste de ce pourcentage, ça va être la mauvaise gestion qui va mener cette augmentation des dépenses et ça, on pourrait le réduire. Du coup, item C, c'était faux. Dépenser plus n'est pas dépenser mieux. Ça, on le voit avec les États-Unis. Item D, c'est vrai. Les systèmes bismarckiens et beveridgiens tendent vers plus d'impôts. Et item E, c'était vrai. On assiste à une rationalisation et une réduction des structures d'offres. QCM 12, c'était les items A, C et D. Donc, le Japon et la Suisse ont une population protégée à 100% par leur système de français. En France, ça ne va pas être le cas parce qu'il y a les SDF. Donc, voilà. Item B, c'est faux. Parmi les pays de l'OCDE, en 2017, les Françaises sont la
la quatrième meilleure espérance de vie à la naissance. Il y a quelques années, elles étaient deuxième, et parce que voilà, il y a eu l'augmentation. Les femmes consomment plus de tabac, malheureusement, du coup, on est passé quatrième. Item C, c'était vrai. En 2015, la France est le quatrième pays qui dépense le plus en pourcentage de PIB. Item D, c'est vrai, la satisfaction est plus importante dans les monopoles étatiques. Donc, rappelez-vous que les monopoles étatiques, ça signifie que l'État est le seul qui peut produire et commercialiser n'importe. Je sais pas, par exemple, le service tertiaire, par exemple, en France, on peut voir ça. Item E, c'était faux, c'était pas les pays sudistes, mais c'est les pays nordistes qui agissent beaucoup en termes de prévention. En France, on se rappelle que c'est pas assez normalement. Donc voilà, c'est fini pour moi et à bientôt. Bisous. Du coup, bonjour à tous. Bon, j'espère que cette colle s'est plutôt bien passée. Moi, je vais commencer par corriger le QCM 13. Donc, pour ce QCM, l'énoncé était assez important puisqu'il s'agissait des solutions possibles pour un meilleur système de protection sociale. Donc, les items vrais étaient B, C, D et E. Pour l'item A, c'était faux puisqu'on va bien privilégier un budget déterminé a priori et non pas a posteriori. L'item B était vrai, on favorise une opposition entre les intérêts individuels et collectifs. C'est vrai, parce que si on privilégie les intérêts individuels, ça va se rapprocher d'un système américain qui est pas très bon. L'item C était vrai, la généralisation des études médico-économiques en France, c'était vrai puisque les études médico-économiques, elles permettent d'évaluer si une procédure est efficace ou pas. L'item D est vrai, on incite les accréditations et les certifications, c'est vrai puisque ça va permettre d'améliorer la qualité. L'item E, c'était vrai aussi puisqu'on favorise les coopérations entre les professions médicales et paramédicales. Ça c'est vrai, c'est par exemple les coopérations entre les médecins généralistes et les pharmacies par exemple, ou les kinés. Le QCM 14, les items vrais étaient A, D et E. L'item A était vrai, la santé publique ça fait appel à l'épidémiologie, aux sciences sociales et à l'économie de la santé. Ça c'est une phrase du cours qui est assez importante et on peut faire pas mal de pièges là-dessus. L'item B, C et D, ils allaient ensemble, c'est trois définitions qui sont elles aussi assez importantes. Donc si vous comprenez pas trop, je vous conseille de reprendre ça à tête reposée. Donc on va essayer de voir ça. Pour l'item B, c'était faux puisque l'étude de la répartition des maladies, ça correspond à l'épidémiologie descriptive, alors que pour l'item C, c'était faux aussi, l'étude des causes et des facteurs de risque, ça correspond à l'épidémiologie analytique. Du coup, pour ces deux notions, j'essaie de voir en fonction de ce qu'on étudie. Si on étudie la répartition des maladies, alors les maladies, les personnes sont malades ou ne sont pas malades, et c'est binaire, donc on va pouvoir regarder où est-ce qu'elles sont malades, dans quelle région, et quelles personnes ça touche. Alors que l'étude des facteurs de risque, ça c'est quelque chose qui est assez... c'est plus compliqué et plus complexe à analyser, donc on va faire des analyses, donc c'est l'épidémiologie analytique. L'item D c'était vrai, l'étude des interventions de santé ça correspond bien à l'épidémiologie évaluative, donc ça on va évaluer si les interventions de santé sont efficaces ou pas. Et l'item E c'était vrai puisque les observatoires régionaux de la santé et Santé publique France sont entre autres des sources d'information. C'est vrai, et on rappelle que les ORS, ça permet de faire des statistiques au niveau régional. Pour le QCM 15, les items vrais étaient A, B, D et E. L'item A était vrai, puisque la morbidité, ça correspond au nombre de décès par rapport à une maladie donnée. C'est vrai, et il faut bien le différencier de la mortalité, qui est le nombre de décès par rapport à une population. Donc, grâce à cette définition, on peut plus facilement répondre à l'item B, qui est, il est plus intéressant de mesurer la morbidité que la mortalité. C'est vrai, puisqu'on va plus s'intéresser à la mortalité par rapport à une maladie donnée. L'item C était faux, puisque dans une proportion, le nominateur, il est bien compris dans le dénominateur. Ça, c'est des notions qui sont assez complexes aussi, enfin, c'est des maths, et donc je vous conseille de bien regarder les définitions de chaque proportion, taux et ratio, et c'est plus facile après pour voir ce qui est compris dans le numérateur ou pas. Donc l'item D était vrai, dans un taux, la notion de temps est présente dans le dénominateur. Pour le taux, je me souviens que dans taux, il y a un T, et donc ça prend en compte le temps.
Et enfin, l'item E était vrai, puisque un ratio dans un ratio, le numérateur n'est pas compris dans le dénominateur. Un ratio, c'est pour faire une comparaison entre deux populations, par exemple, et donc on ne va pas mettre le numérateur dans le dénominateur. C'est deux choses qui sont différentes. Et enfin, pour le QCM16, c'était un cas clinique, c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'éléments. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un surligneur et surligner les éléments qui sont importants dans l'énoncé. Donc pour ce cas clinique-ci, c'était « Madame, j'ai mal à la tête, se présente aux urgences avec les symptômes suivants, une hypervigilance, une résistance à la fatigue, à la douleur et à l'effort. » Et on note aussi le fait qu'elle fait preuve d'une grande empathie. Donc là, il faudrait surligner hypervigilance, résistance à la fatigue, à la douleur et à l'effort, et grande empathie. Donc quand on regarde ces éléments, on peut en fait se rendre compte qu'elle a consommé de la cocaïne. Donc pour l'item A, c'était vrai. L'item B, c'est faux, puisqu'elle ne présenterait pas de mydriase. En effet, quand on regarde les effets de la cocaïne, il n'y a pas mydriase, alors que la mydriase, ça pourrait être retrouvé dans des phases de coma d'une consommation d'alcool, ou si elle était en syndrome de sevrage lié aux opiacés, ou si elle avait consommé des amphétamines, par exemple. Pour l'item C, c'est vrai, elle pourrait ensuite se trouver dans une phase de descente ou de crash. Quand on regarde les effets qu'elle présente, on peut se rendre compte qu'elle est présentement dans la phase flash. Et cette phase flash, elle est accompagnée après d'une phase qui s'appelle le crash ou la descente, qui est liée à la perturbation de la recapture de la dopa, et donc on pourra effectivement retrouver après une phase de descente ou de crash. L'item D est vrai, la drogue consommée par Madame Lalatête entraîne une suractivité des systèmes dopaminergiques, sérotoninergiques et glutamatergiques lorsque les prises sont répétées. Cet item, il était vrai, mais il y a quand même des éléments qui sont importants. Ces éléments, c'est les trois systèmes, donc le système dopaminergique, sérotoninergique et glutamatergique, et que c'est observé lors de prises répétées. Pour l'item E, c'était faux. La drogue consommée par Madame Lalatête entraîne aussi une hypertension, une tachycardie et une vasoconstriction. Donc il était faux. En fait, ces trois éléments, ils vont être retrouvés dus à la stimulation des neurones noradrénergiques. Mais si on ne sait plus que c'est la stimulation des neurones noradrénergiques lors d'une prise de cocaïne, on peut aussi voir que c'est peut-être pas très logique, puisqu'on ne va pas avoir une tachycardie et une vasoconstriction accompagnées d'une hypotension. La tachycardie et la vasoconstriction, ce sera toujours accompagné d'une hypertension. Pour le QCM17, les items vrais étaient B et D. Alors, l'item A était faux, puisque les effets de l'amphétamine et de ses dérivés apparaissent en une demi-heure et durent quelques heures. Donc ça, c'était l'inverse dans l'item, il y avait un petit piège. Pour l'item B, c'était vrai, à forte dose, l'amphétamine et ses dérivés provoquent des hallucinations proches de celles décrites par la prise de LSD. Ça, c'est une phrase du cours qui est assez importante et qu'il faut bien comprendre et bien connaître. L'item C, c'est faux, puisque à forte dose, la MDMA entraîne un risque de convulsion. Pour la MDMA, il faut bien savoir différencier les effets à forte et à dose récréative. Donc là, dans le rappel, on vous explique qu'à dose récréative, la MDMA, ça entraîne par exemple une perte d'appétit, une diminution des sécrétions salivaires, une tachycardie, une hyperthermie très intense. L'item D était vrai, à forte dose, la MDMA peut provoquer une ischémie entraînant des accidents cardiovasculaires mortels. Donc ça, c'est des effets de la MDMA à forte dose qu'il faut bien comprendre et bien connaître aussi. Et l'item E était faux, puisqu'il existe une dépendance au moins psychique pour la MDMA, et c'était pas physique. Et donc ça, il y a souvent des pièges qui tombent là-dessus. Du coup, je rappelle que c'est une dépendance au moins psychique pour la MDMA. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la suite, et bon courage. Du coup, j'espère que la colle s'est bien passée et moi je vous retrouve pour les 5 QCM suivants. Donc pour le QCM 18, les réponses justes étaient A, B et D. Pour l'item A, une perte de mémoire, une dépression et des troubles du sommeil notamment peuvent survenir lors de prises régulières de MDMA. C'est vrai, c'est des troubles du coup qui sont engendrés par la prise régulière de cette drogue. Pour l'item B, la MDMA peut engendrer entre autres des vomissements, un trismus ou un bruxisme. C'est vrai. Donc pour rappel, le trismus, ça va être la contraction involontaire des muscles de la mâchoire. Donc la mâchoire va être super contractée comme ça.
Et un bruxisme, ça va être le grincement des dents. Donc en fin de compte, ça va donner un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Pour l'item C, il est faux parce que les amphétamines, elles vont pas engendrer enfin, elles vont pas faciliter l'endormissement. Parce que du coup, au contraire, un usager d'amphétamine, les effets qu'il va rechercher, c'est de ni ressentir la fatigue ni le sommeil. Ensuite, un petit cas clinique, j'espère qu'il vous a plu. Donc, Monsieur Lucas Nabis se présente à vous avec une transpiration excessive et des délires. De plus, vous remarquez qu'il a une tension artérielle anormalement élevée et une tachycardie. Ok, donc l'item D, Monsieur Nabis a récemment consommé de l'ecstasy. Du coup, ça c'est vrai, parce que une transpiration excessive, des délires, une tension artérielle élevée et une tachycardie, ça nous fait penser à une consommation d'ecstasy. Ensuite, l'item E, du coup, il est faux, parce que ces effets indésirables peuvent être le signe d'une consommation d'amphétamine ou de ses dérivés, et non pas un syndrome cannabique chronique qui se manifeste du coup à l'inverse par une perte d'énergie, une fatigabilité, une empathie ou encore une perte d'intérêt généralisée. Voilà pour le QCM 18. Ensuite, le QCM 19. Les réponses justes, il y en avait qu'une, c'était la réponse B. Alors, pour l'item A, chez les 18-75 ans, il y a autant de personnes qui déclarent avoir bu de l'alcool tous les jours que de personnes qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois. Voilà, donc les pourcentages sont 12% et 13%, donc on considère que c'est le même pourcentage environ. Ensuite, l'item B, il est vrai, il y a environ un Français sur 3 qui déclare consommer de l'alcool une fois par semaine chez les 18-75 ans. Donc ça c'est vrai, parce que voilà, le pourcentage il est de 37%, consomme au moins une fois par semaine. Et du coup, 1 sur 3, ça correspond à un pourcentage d'environ 33%, mais voilà, c'est encore des environs, et tant que c'est pas complètement faux, voilà, donc cet item-là, il est vrai. Pour l'item C, il est faux. La consommation quotidienne d'alcool est plutôt masculine et non pas autant féminine que masculine. Voilà, donc en plus, il y a quand même assez grosse différence. 18% des hommes contre 6% des femmes. L'item D est faux. C'est le vin qui est l'alcool le plus consommé des usagers hebdomadaires et non pas la bière. Hebdomadaire, c'est une consommation par semaine. Voilà, donc hebdomadaire, c'est en rapport avec la semaine. Le vin représente 39% contre 19% pour la bière. Un petit rappel. L'item E est faux. Un verre d'alcool représente 10 grammes d'alcool pur et non pas 25 grammes. Mais par contre, ces 10 grammes d'alcool pur contenus dans un verre d'alcool standard, il va faire apparaître une alcoolémie de 0,5 grammes par litre de sang. Voilà. Il va faire apparaître une alcoolémie de 0,25 grammes par litre de sang. Ok, pour le QCM suivant, donc le 20, les réponses justes étaient les réponses B, C et D. Donc pour l'item A, un Français sur 3 et non pas sur 2 ayant entre 18 et 75 ans est concerné par le binge drinking. Oui, voilà, parce que le pourcentage en fait de personnes de 18-75 ans concernées par le binge drinking, il est d'à peu près 36%, donc ça correspond encore une fois à peu près un Français sur 3, alors qu'un Français sur 2, ça aurait correspondu à un pourcentage de 50%. Donc, qu'est-ce que c'est le binge drinking? Ça va correspondre à boire plusieurs verres
en une seule occasion. Donc à boire plus de 6 verres en une seule occasion, dans un laps de temps très court. Donc voilà, dans une perspective de défonce. Voilà. Donc du coup, il y a un Français sur 3 qui ont eu au moins un événement comme celui-ci dans l'année. Donc un Français sur 3 a bu au moins 6 verres dans un laps de temps très court, une fois dans l'année. Ensuite, pour l'item B, un adulte sur 5 déclare avoir été ivre au cours de l'année passée. Donc, le pourcentage était de 20%, ce qui correspond à une proportion de 1 sur 5. Donc, cet item-là était bien vrai. L'item C, il est vrai, entre 2005 et 2010, la survenue de l'ivresse augmente chez les femmes. Voilà, j'ai rien à rajouter, c'est à apprendre. Pour l'item D, à 17 ans, 3 fois plus de garçons que de filles ont un usage régulier d'alcool. C'est vrai aussi, l'usage régulier d'alcool, c'est une consommation d'au moins 3 fois dans la semaine. Voilà, quand il y a un usage d'au moins 3 fois par semaine, on parle d'usage régulier et on parle pas de quantité. Voilà, l'usage régulier, c'est vraiment pour la récurrence et non pas la quantité. Ensuite, pour le dernier item, l'item E, le test Audi-C permet de définir 4 types de buveurs et non pas 3 types de buveurs. Donc du coup, pour rappel, les 4 types de buveurs, ça va être le buveur sans risque occasionnel, le buveur sans risque régulier, le buveur à risque ponctuel et à risque chronique. Donc, le buveur occasionnel, ça va être je bois de temps en temps, et quand je bois de temps en temps, je bois très peu. Pour le buveur sans risque régulier, je crois que j'ai dit le buveur occasionnel, donc le buveur sans risque occasionnel. Pour le buveur sans risque régulier, c'est je bois tous les jours, mais je bois 1 ou 2 verres de vin à table. Donc voilà, donc le buveur sans risque régulier, ça va être typiquement le vieux qui boit son petit verre de vin à table. Ensuite, le buveur à risque ponctuel, c'est je ne bois pas tous les jours, mais je sors 1 ou 2 fois par semaine, et quand je sors, je bois beaucoup, voilà. Je bois beaucoup et je compte pas trop le nombre de verres que je bois. Et ensuite, le buveur à risque chronique. Là, c'est typiquement l'éthylique chronique. Il boit beaucoup et tout le temps. Et c'est là où on revient à la notion de toxicomanie. Voilà pour ce QCM. Ensuite, le QCM 21. Les réponses justes étaient les réponses B et C. L'item A. Chez les jeunes de 17 ans, les chiffres relatifs à leur consommation d'alcool sont globalement en baisse et non pas en augmentation que vous aviez dans votre sujet. L'item B est vrai, seulement un jeune de 17 ans sur 10 déclare n'avoir jamais consommé d'alcool. Donc dans votre cours, il y a écrit que environ 90%, donc 9 jeunes sur 10, a déjà consommé de l'alcool. Donc du coup, on peut en conclure qu'un jeune sur 10, donc 10%, n'ont jamais consommé d'alcool. Pour l'item C, une alcoolisation ponctuelle importante, API, correspond à la consommation de plus de 5 verres en une seule occasion. Voilà, j'ai rien à rajouter non plus, c'est la définition de l'API. Pour l'item D, environ 2 jeunes de 17 ans sur 10 rapportent avoir eu plus de 3 API au cours du dernier mois. Donc environ 15% des jeunes de 17 ans déclarent avoir eu plus de 3 API au cours du dernier mois. Voilà, et ensuite l'item E, il est faux, parce que le volume de distribution moyen de l'alcool, il n'est pas le même pour les hommes et les femmes. Pour les hommes, il est de 0,6 litres par kilogramme, et pour la femme, il est un peu moins élevé, il est de 0,5 litres par kilogramme.
Et dernier QCM pour moi, QCM 22. Les réponses justes étaient les réponses B et D. Donc, pour l'item A, l'éthanol est un dépresseur du système nerveux central et non pas un activateur. Donc on parle du coup, vu que c'est un dépresseur du système nerveux central, on parle de psycholeptique. L'item B est vrai, l'intoxication aiguë à l'éthanol se compose de 3 phases cliniques. Donc pour rappel, les 3 phases sont la phase excitomotrice, la phase d'incoordination et la phase de coma. L'item C, il est faux parce que c'est la phase du coup d'incoordination, donc la deuxième phase clinique, qui s'accompagne d'une forte diminution de la nociception et non pas à la phase excitomotrice qui est la première phase clinique. Et du coup, je voulais rappeler juste que c'était la nociception. La nociception, c'est le fait de percevoir, ressentir la douleur. Donc du coup, durant la phase d'incoordination, il y a une forte diminution de la perception de la douleur. Pour l'item D, la phase excitomotrice s'accompagne de logorée. C'est vrai, du coup, logorée, c'est le fait de beaucoup parler. Donc la première phase s'accompagne de logorée. Et ensuite, l'item E, il est faux. La phase excitomotrice et non pas d'incoordination est recherchée par le consommateur. Voilà. Donc c'est cette phase-là, c'est la première phase qui est recherchée par le consommateur. Durant cette phase, l'usager est dans un état d'ébriété et c'est ça qu'il va rechercher pour sa consommation. Voilà, je vous laisse avec Agathe pour la suite et je vous fais plein de gros bisous. Donc on se retrouve pour la suite de la correction avec les 3 derniers QCM. Le QCM 23, concernant les drogues et les conduites addictives, il y en avait 3 de vrais, la A, la B, la D. Donc la A était vraie, un élève de 6e sur 2 a déjà expérimenté des boissons alcoolisées, donc c'est environ 50% des élèves de 6e. Environ 30% des collégiens de 3e déclarent avoir été ivres. Et la C est fausse, l'alcool a une composante neurotoxique tout au long de la gestation, pas seulement un trimestre particulier. Et ça va amener une consommation d'alcool pendant la grossesse à un syndrome d'alcoolisation fœtale qui induit une dysmorphie du coup faciale chez le nouveau-né, mais aussi des retards mentaux. Et ce SAF, donc syndrome d'alcoolisation fœtale, est la première cause d'handicap mental d'origine non génétique. Donc là, l'erreur était du fait que c'était non génétique puisque c'est lié à l'alcool. Et donc l'item E était faux. Et il n'y avait que la A, la B et la D de vrai. Le QCM 24, donc la E était fausse. Ce QCM, c'est sur le cours des nouveaux produits de synthèse. Donc la A est fausse. Les catinones sont des dérivés qui sont synthétiques et justement qu'on produit à partir d'une substance naturelle qui s'appelle la catinone ou le cat. Ensuite, l'item B, il était faux. Les catinones s'apparentent non pas aux cannabinoïdes, mais aux amphétamines. L'item C est faux. Les catinones sont des phényléthylamines, et pas amides, avec une fonction cétone en bêta, donc avec le groupement phényléthylamine. Et l'item D est faux. La méthylone s'apparente à la structure de la MDMA et pareil, la méphédrone s'apparente à la structure de la méthamphétamine. Et ensuite, pour le dernier QCM, concernant les drogues et les conduites addictives, les cannabinoïdes de synthèse ont été développés depuis les années 1970 et pas 2010, donc ça fait un petit moment, et plus tard que ça a été développé. Ensuite, l'item B est faux. Justement, ils ont la particularité, les cannabinoïdes de synthèse, de ne pas contenir de THC. Ils vont imiter les effets de l'ecstasy ou du cannabis, entre autres. Les nouvelles substances psychoactives, elles vont justement être plus puissantes. Donc l'item C était vrai, les nouvelles substances psychoactives vont aller imiter les effets de l'ecstasy ou du cannabis entre autres.
Ensuite, la D était fausse, donc là, on y avait un petit piège où on a échangé. Entre 2008 et 2016, environ 250 nouvelles substances ont circulé au moins une fois en France et 600 ont circulé au moins une fois dans l'Union européenne. Et l'item E était vrai, ces nouvelles substances psychoactives vont pouvoir avoir des structures moléculaires qui sont soit très différentes aux structures des produits qu'elles imitent, ou soit des structures très approchantes, voilà, avec des effets qui seront similaires ou aussi des effets plus puissants. Donc voilà, on en a fini avec la correction. Donc on vous a préparé un petit Socrative où la salle c'est UE chouette. Ça permettra de voir si vous avez trouvé la colle facile, difficile, les points à améliorer, les différents thèmes que vous voulez qu'on aborde plus tard, vos différentes difficultés avec les professeurs, en fonction des parties de cours et tout. N'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Donc on se retrouve sur le forum si vous avez besoin de poser vos questions. Et voilà, on vous fait de gros bisous.